Donc, à chaque fois, on a réussi à bien identifier, à bien montrer au peuple la manipulation dont il était l'objet et comment il ne devait pas être dupe des tentatives de, disons, d'intimidation. Parce qu'évidemment, il y avait la violence avec ça, je n'ai pas besoin de vous rappeler la violence électorale qui se déroulait à l'époque, des anecdotes assez extraordinaires. Dans deux montagnes, on avait installé, pas 3, pas 4, des bien 12 gars bien armés qui devaient empêcher les électeurs patriotes d'aller voter. Une des belles ici, c'était à l'élection de 1834. Le député de Terrebonne, Louis-Hippolyte Lafontaine, souhaitait être réélu, évidemment. Or, le gouverneur a eu la bonne idée d'installer le seul bureau de vote de Terrebonne et d'installer à Rawdon. Vous voyez un peu ce que c'est le grand Roubaix de Terrebonne, qui comprenait rien de Jésus et qui s'en allait jusqu'à un grand Nord. Et Rawdon, c'était un village essentiellement anglophone. Alors, au bout de 3, parce que les élections duraient 2 jours, au bout d'une semaine, Louis-Hippolyte Lafontaine n'a toujours pas un seul vote en sa faveur. Tout le monde se demande pourquoi, tandis que l'autre candidat, anglophone, va bon an, mal an remporter l'élection. Alors, on s'est réunis à Sainte-Rose un dimanche après-midi pour décider d'aller voter. Alors, quand on va voter à l'époque, on y va avec des bâtons, bref, de quoi se défendre. Et ils prennent le chemin vers la montée Gaston, ils s'en vont voter à Rawdon. En arrivant, ils sont accueillis à coups de mousquet, et il y a même un petit canon de capitaine de l'hélice qui les attend. C'est ce genre d'élection-là auquel les patriotes faisaient face. Alors, lorsqu'on parle des difficultés et de la guerre électorale, il faut bien comprendre que ça peut devenir, en somme, une arme à 2 tranchants pour celui qui cherche à s'en servir contre les intérêts populaires. Les patriotes ont bien compris, avant d'être une grande machine de guerre, ce fut d'abord une extraordinaire machine électorale. Mais j'apprends la leçon là-dessus, canaliser les divers luttes autour de l'enjeu national, c'est ce qu'ils ont fait. Construire autour de la personne du chef. Ça, c'est ce qu'ils ont fait en arrivant en 1810 autour de Pierre Bédard, en 1827 autour de Gatineau, à cristalliser un idéal autour d'un visage. Et enfin, rappeler que ce que le peuple peut gagner concrètement s'il suit ses chefs. Alright. Ça va bien? Deuxième enjeu d'actualité, je me suis amusé comme une fois à ça, déséquilibre fiscal et autres keynotes. On se comprend. Il s'agit bien d'acheter les élites et de tenter d'amener l'enjeu principal vers des questions dilatoires, questions d'éluder le débat national. Évidemment, vous avez compris que le gouvernement anglais a passé son temps à faire ça dans l'histoire du Québec. En fait, on peut dire que la corruption des élites est à proprement parler la spécialité de l'Empire britannique. Ils l'ont fait en Inde, ils l'ont fait en Afrique, ils l'ont fait en Irlande, et ils l'ont bien sûr fait au Québec. Rappelez-vous, le lendemain de la conquête, combien ils ont pu prendre le contrôle de la société québécoise, simplement en achetant les élites seigneuriales et cléricales. Revenons en 1827. Papineau revient triomphant à une 3e élection générale. Il est président de la Chambre. Lord d'Annecy est humilié. Il va perdre sa job, le gouvernement anglais, clairement, est dans l'embarras. C'est à ce moment-là qu'on va commander un vaste nommage. Vous savez que ce que fait le gouvernement anglais quand il est en embarras? Il commande une commission royale d'enquête. La commission des gens à études doit déposer son rapport. Si j'essaie de m'en passer. Juste vérifier le vote. La commission de 1828 visait essentiellement à voir, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans cette province où les Canadiens français refusent obstinément de collaborer. Ça va mener à une série de recommandations très favorables aux nationalistes québécois et ça a tous laissant entendre un nouveau climat de collaboration. Fini les chicanes, etc. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette rengaine-là. Et elle est clairement formulée il y a 170 ans. Alors, ce qui se produit, c'est sûr. Ce qui se produit, c'est que lorsque on arrive à 1830, il y a un nouveau gouvernement anglais qui est un gouvernement anglais qui est liberal, qui est plus ouvert aux revendications des colonies. Un nouveau premier ministre en Grande-Bretagne, Lord Melville. Ça peut-être
chose. Et là, tout à coup, un vent de renouveau flotte sur l'Empire britannique. On parle de gouvernement responsable, etc. Ce qui est très intéressant, c'est les événements qui débutent la décennie des années 1930. Coup sur coup, le gouvernement britannique va faire des offres très intéressantes aux patriotes. Et elles ne sont pas futiles. On va, par exemple, on a identifié clairement Papineau comme l'individu non pas à abattre, mais bien à acheter. On va lui offrir un poste au conseil exécutif, ni plus ni moins, lui offrir un poste de ministre de Sa Majesté. C'est très... On pourrait fouiller ça. Ça aurait voulu dire, en somme, un début de responsabilité ministérielle au Québec. Je ferme la parenthèse. On a également, pas moins que le plein contrôle du budget par l'Assemblée des députés, le fameux contrôle de la liste civile, en échange de ce qu'on disait à l'époque, seulement le salaire de 6 fonctionnaires, dont le gouverneur, qui avaient des salaires dignes de joueurs de hockey, et qui ne voulaient vraiment pas que leur salaire soit sous la coupe, évidemment, des députés patriotes, qui avaient ouvert les livres, qui avaient dit que c'est ça. Mais que ces 6-là, ce qui est en soi, quand même, donner aux élus du peuple le plein contrôle du budget. Et certaines autres concessions plus techniques. Ce qui est important ici, c'est que tout à coup, l'exécutif patriote, les chefs, Papineau et ses lieutenants, se sont retrouvés devant d'authentiques dilemmes. À peu près comme un gouvernement québécois, lorsqu'il se voit en faire le choix entre le déséquilibre fiscal ou retourner en référendum. Ce genre de situation-là, les patriotes l'ont expérimenté à plusieurs occasions, notamment au début des années 1930. Or, l'histoire est que Papineau va faire en sorte de tout refuser ces offres-là. Là, c'est les historiens maintenant qui en parlent, parce que ça ne déchaîne plus l'opinion, mais à l'époque, ça l'a certainement provoqué de grands remous. Comment le chef peut-il décider de ne même pas daigner aborder une question parce qu'il demeure rivé sur ses objectifs historiques? C'est un choix qu'a fait ces leaders-là, Papineau. Et à court terme, on peut dire qu'il en est sorti grandi. Je ne sais pas que pour vous, ce que représente Papineau, c'est probablement Samy Gondi de oui, grand homme, grand orateur, mais pour vos arrière-arrière-grands-parents, puis vous nous irez voir dans la mémoire historique des personnes âgées que vous connaissez, Papineau, ce fut d'abord, et avant tout, l'incorruptible.